Que faisons-nous de nos morts? Et que faisons-nous de leur corps? La mort est-elle affaire de vivants? Tant de questions auxquelles on va peut-être répondre dans ce 14e épisode du Space Mountain. Attachez vos ceintures, ça va compter. Attends, c'est une prise de tête d'un autre monde. D'un autre monde. Menabet ad magistri, vocem quisque sui felicitatus. Attends, c'est quoi le Space Mountain? Bonjour ou bonsoir, en tout cas bienvenue dans le Space Mountain pour cet épisode qui sera consacré à Rite de mort de Louis-Vincent Thomas, et pour lequel c'est exceptionnel, je serai accompagné d'un spécialiste, le propriétaire des pompes funèbres Maison Borgnole, père et fils. Bonsoir monsieur Borgnole. Y a quelqu'un? Oui, je suis là monsieur Borgnole. Y a quelqu'un? Oh ouais, ok, je vais le rattraper en attendant, premier extrait. Revenez ici vous. Pratiquement, on ne connaît aucune société, sauf en période de grand traumatisme, guerre, famine, grandes endémies, qui n'entoure pas ses morts d'un cérémonial, si élémentaire soit-il. Et s'il y a refus de sépulture, il faut y voir en général une liturgie inversée, qui sanctionne un mauvais sort. Le rituel funéraire, même s'il paraît naïf ou détestable, comme la nécrophagie, force toujours le respect, car il implique que le cadavre est traité comme une personne, et non comme une chose. L'universalité de ces comportements est attestée par les découvertes de la préhistoire. On sait avec certitude que le donné anthropologique de la mort remonte quasiment à l'apparition de l'homme. Un peu de contexte pour démarrer. Le fait d'inhumer ses morts est universel et intemporel. L'homme de Néandertal, déjà, enterrait ses morts. Si les premières sépultures étaient assez simples, le système funéraire s'est complexifié, voire raffiné avec le temps. On a adjoint au simple trou dans la terre des mausolées, des cadeaux, des fleurs, des chants... pas des fleurs des champs, hein. Pardon. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Non pas ce qui entoure le mort, car lui, il s'en fout un peu, il est mort. Mais ce qui entoure le survivant, qui, lui, est toujours là, et accompagne le mort dans le rite funéraire. Et comme nous sommes tous des survivants, du moins pour le moment, commençons par nous demander pourquoi nous les accompagnons. Tiens, servez à quelque chose, Borgnole, là, faites au moins les titres. Expiez votre culpabilité. Nous sommes au moins coupables de vivre encore alors qu'il n'est plus, et que nous jouissons des biens qu'il a laissés. Cette culpabilité latente prédispose aux scrupules, aux reproches qu'on se fait pour n'avoir pas su, ou pas voulu, empêcher la mort, ou pour avoir abandonné le moribond à sa solitude. L'angoisse-culpabilité est inséparable de la peur de la mort, de la peur du mort, dont on craint qu'il se venge en nous entraînant avec lui. Le désir d'apaiser le défunt et de s'en protéger est apparu dans le traitement du cadavre, empreint de sollicitude et d'évitement. D'une manière générale, il semble que les survivants, plus particulièrement les proches endeuillés, ne puissent se libérer de l'emprise de la mort sans avoir acquitté le prix à payer pour liquider leur culpabilité, réelle ou imaginaire. La culpabilité est une des raisons que Louis-Vincent Thomas invoque comme moteur du rite. Nous nous empressons de rendre hommage à celui qui est mort pour deux raisons. D'une part, car nous sommes toujours là. Lui est mort, nous ne sommes pas partis. Donc, nous en voulons en fait de bénéficier de cette vie. D'autre part, car nous avons une responsabilité dans cette mort, réelle ou supposée. Le fait est que nous nous en rendons responsables d'une certaine manière. Il analyse cela comme une somme de choses à faire afin de se mettre en règle avec le défunt, à être en paix avec celui qui est parti en gros. Comme si nous lui devions quelque chose, du fait du privilège d'être resté et de n'avoir pas pu le garder. Et l'une de ces manières de faire est donc de lui rendre hommage. Alors nous pouvons lui dédier des chansons et des larmes, mais ça peut paraître un peu chiche. Du coup, pour montrer la valeur qu'il avait de son vivant, et donc évaluer la valeur du mort, nous allons sacrifier des parties de nous-mêmes afin de montrer, aux autres autant qu'à soi, que nous avons tout fait pour régler cette dette infinie que celle de rester en vie. Et dans une société de propriété et d'échange, qu'est-ce qu'on sacrifie pour montrer qu'on aime quelqu'un? Bingo! Si l'on étudie les incidences économiques de la mort, on est frappé par l'étrange propension qu'ont les hommes de tous les pays et de toutes les époques à se ruiner pour leur mort. Sans doute il y a souvent des conditions matérielles, des idéologies funéraires et des qualités de mort incompatibles avec de grands frais. Mais les exemples ne sont pas rares de comportements dispendieux, tant dans les sociétés traditionnelles que dans le monde moderne. La dépense débridée est à l'image du foisonnement de la vie, du chaos originel à partir duquel un nouvel ordre peut s'instaurer. Ce nouvel ordre est, parallèlement, en train de se mettre en place dans les mécanismes de circulation des biens.
Dans ce contexte, l'argent est reconnu moins pour sa valeur économique que comme substitut symbolique de la vie. Dépensé à foison, redistribué généreusement, il exprime la chaleur de l'éros et la permanence des liens, resserrés et rouverts en permanence sur l'obligation de réciprocité. La stratégie est coûteuse, mais pleinement efficace. Pour le groupe, qui retrouve son unité et sa cohésion, la mort n'aura été qu'un accident de parcours. Je ne voudrais pas retomber dans Baudrillard, j'en ai déjà assez parlé ailleurs, mais quand même, il y a beaucoup de ça. L'argent, comme le dit Thomas, est investi pour le mort, ou plutôt, par le vivant. L'argent étant un moyen, il est fait pour être utilisé. En l'occurrence, il l'est lorsque vous passez une après-midi dans un centre commercial et que vous ressortez avec une nouvelle garde-robe qui vous a coûté un bras. Coûté un bras. L'expression est révélatrice car on parle encore de devoir sacrifier une partie de soi. Mais bref, revenons à nos boulots. Quand on va au centre commercial, donc, on ne fait pas quelque chose de très différent de nos aïeuls qui se rendaient aux offices du culte les jours de congé. Hein. Un rite, c'est ça. Et ben pour les morts, c'est pareil. Nous avons un rite qui demande de sacrifier de l'argent, quelque chose qui nous est précieux donc, afin de lui rendre hommage, de payer notre dette, mais aussi de déposséder l'argent de sa valeur, car nous sommes prêts à en balancer des kilos pour ce mort qui n'en profitera même pas. Et c'est pourquoi tous les collègues de la maison Borgnole vivent sereinement. D'une part, c'est un commerce qui ne souffre pas du chômage, car jusqu'à preuve du contraire, les gens ont cette sale habitude de mourir régulièrement. Hein. D'autre part, car l'argent est une manière pour le survivant de se déposséder, afin de se mettre en règle avec son mort. Et concomitamment, il dépensera proportionnellement à ses moyens et à son attachement. Ce que Thomas résume dans une formule d'une beauté toute macabre juste après, « Quand la mort est à la clé, l'inconscient réagit vigoureusement, non pas en fonction de la valeur monétaire extérieure, mais à partir des valeurs symboliques dont l'argent est investi. Il est donc bien difficile de juger froidement d'un devis d'obsèques. Ou bien il s'agit d'un mort anonyme, et on ne se veut pas concerné, car on nie sa propre mort, alors on trouve que c'est toujours trop cher pour un mort. Ou bien on est soi-même impliqué, car il s'agit d'un proche, et on trouve que rien n'est trop cher pour son mort. » Communier avec les vivants. Alors, on tourne autour du pot, hein, mais de fait, il faudrait aborder le sujet du commerce de la mort. Celui-ci a bien changé, comme toute entreprise humaine en fait. Hein. Et si Louis-Vincent Thomas fait nombre d'allusions anthropologiques, il s'intéresse tout particulièrement à ce qu'on appelle l'industrie thanatologique aux États-Unis. Quant à l'organisation des funérailles, elle incombe de plus en plus, dans les pays de culture occidentale, à des entreprises spécialisées. On continue, en France, à parler des pompes funèbres, mais l'expression est déjà remplacée, selon la proposition du personnel concerné, par l'appellation, moins ronflante et plus technique, de service thanatologique. De nouvelles spécialités y sont apparues. Les thanatopracteurs ont pris la place des toiletteuses bénévoles, et le rite purificatoire s'est réduit à un art profane de présentation et de conservation. La création des funérariums a nécessité la mise en place d'un personnel particulier. Les hôtesses, par exemple, veillent au déroulement des visites, assurent la réception et la disposition des fleurs, fournissent des renseignements, offrent gracieusement des rafraîchissements et des boissons chaudes. L'accent est mis sur le rôle apaisant qu'elles doivent jouer en se tenant à la disposition des familles. La sécularisation entraîne ce qu'il appelle une laïcisation de la profession. Et c'est ça qui est bien, parce que dès que vous retirez un peu de religieux, c'est une entreprise qui pousse. Du coup, des sociétés funéraires récupèrent ce qui était autrefois assumé par les cultes, et encore autrefois par les proches. Et c'est une des choses qui a changé dans le commerce thanatologique et qui pose question. Il le dit d'ailleurs juste après, hein. Cela confirme l'extension de la professionnalisation aux fonctions de consolation et de solidarité. Moins de chamans, plus de tékos. Et ce qu'on leur demande, c'est d'accueillir les familles des morts comme des victimes à réconforter. Mais ce n'est pas très étonnant. Dans un monde moderne, où la mort est absente, elle est vécue comme bien plus brutale et incompréhensible. Voire même, et nous le constatons à l'envi, comme injuste. Les accidents sont propices à procès, comme s'ils ne devaient jamais arriver, et les anthropologues ont bien montré que la perte de l'enfant est perçue de plus en plus irréparable à mesure que la mortalité infantile diminue. Les entreprises spécialisées ne se chargent donc pas simplement de l'organisation du rite, mais également de l'apaisement des survivants. Car nous sommes de plus en plus privés de nos morts, vu que ce n'est pas nous qui découvrons le cadavre, ce n'est pas nous qui le lavons, ce n'est pas nous qui creusons le trou. Comment pourrions-nous donc être en mesure de garder la face, tout abasourdi que nous sommes face à une disparition, où même le cadavre est escamoté? Malgré leur disparité dans le temps et dans l'espace, les conduites funéraires obéissent à des constantes universelles. Au plan du discours manifeste, leur but est double. D'une part, régler le devenir du mort en composant avec l'abjection de la putréfaction, tout en assignant au défunt un lieu et si possible des rôles bénéfiques pour le groupe.
D'autre part, prendre en charge les survivants, marqués par la perte, en mobilisant autour d'eux la communauté et en réglementant leur deuil. En fait, dans les deux cas, il s'agit de maîtriser la mort, dans sa forme effective en ce qui concerne le mort, dans son équivalent symbolique en ce qui concerne le chagrin des endeuillés. Au plan du discours latent, même si le cadavre reste toujours le point d'appui des pratiques, le rituel ne prend en compte qu'un seul destinataire, l'homme vivant, individu ou communauté. Sa fonction fondamentale est de guérir ou de prévenir, fonction qui revêt d'ailleurs de multiples visages, déculpabiliser, réconforter, revitaliser. Ce rituel de mort serait en définitive un rituel de vie. Sans aller jusqu'à dire que le mort n'est pas l'acteur principal, il est presque collatéral de son propre rite funéraire. Louis-Vincent Thomas est particulièrement précis dans ce passage sur ce qui est du domaine du pratique. Le cadavre, s'il n'est pas préparé et mis en terre ou incinéré, finirait par se dégrader, et il faut donc y remédier. Mais aussi sur ce qui est symbolique. Il faut que les proches le deviennent d'autant plus. Et pour cela, il faut qu'ils accomplissent un rituel partagé. Que cela soit un enterrement, un embaumement, une veillée ou une fête nécrophage, le but est toujours le même, se rassembler autour du mort, mais entre survivants. Et dans les sociétés occidentales modernes, le rite funéraire est très codé. Comme il le disait dans un des extraits précédents, l'argent est dépensé à foison afin d'exprimer la permanence des liens, resserrés et rouverts sur l'obligation de réciprocité. Et c'est précisément cela qu'on cherche quand on investit dans des obsèques. On cherche exactement comme dans un mariage à ce que ce moment soit inoubliable, à la hauteur de celui qui est parti. Mais nous le faisons autant pour le mort que pour les vivants qui y assistent. Et sûrement même plus. Une fois de plus, le mort, il s'en fout. Il se permet même de garder les yeux fermés pendant toute la cérémonie. Mais les survivants, eux, vivent intensément ce moment. Car il est une condition de leur revitalisation. Espérez votre survie. On ne craint pas l'irrationnel, tant est vif le désir de survivre, désir lui-même irrationnel. Dans le combat contre la mort et pour compenser la perte et l'usure des croyances traditionnelles, on n'hésite pas à bricoler des solutions de rechange qui font feu de tout bois, et ne s'embarrassent guère de congruence. Moins métaphysique, mais dans la même veine, est l'espoir d'immortalité de ceux qui croient que la science vaincra la maladie, la vieillesse et la mort, en ressuscitant les défunts cryogénisés. Ces croyances traduisent bien plus le refus instinctif et pathétique de sa propre mort qu'une quête mystique de l'immortalité. À défaut d'une vie indéfiniment continuée, on s'invente un au-delà, très proche et rassurant. Alors là, on ne rigole plus, Enfin, on rigolait déjà pas des masses, mais bon. Lorsque la mort est niée, car nous ne la voyons plus, on s'obstine à vouloir la fuir, car l'angoisse est trop forte. La cryogénisation était à la mode lorsque Louis-Vincent Thomas écrivit son bouquin, mais aujourd'hui on peut s'empêcher de faire le lien avec le transhumanisme, ce rêve fou de type riche qui veut continuer à nous emmerder pour des milliers d'années. Comme il le dit très justement, ce n'est pas tant que ces vieux bonshommes veulent vivre pour toujours, ils veulent surtout ne pas mourir. Leur désir irrationnel est une réaction à un état incompris, à une étape pourtant nécessaire de la vie, nécessaire au sens strict. Mus par le désespoir, ils s'inventent un au-delà déjà là, une recherche de l'absence de fin. Heureusement, nous ne sommes pas obligés d'en arriver là, car il existe une solution toute simple, qui est l'espoir non pas de ne pas mourir, mais de bien survivre à cette mort. En Afrique noire, alors que les funérailles d'un enfant ou d'un adulte expriment la réserve ou l'accablement, celle d'un vieillard prestigieux constitue une fête assez extraordinaire. À côté de la gravité de quelques vieilles, assises autour du mort, chassant les mouches et psalmodiant les louanges, la liesse éclate dans les chants, les congratulations, les rires et les danses. L'incinération à Bali s'apparente aussi à une fête, avec la luxuriance des couleurs, foules bigarrées, papiers multicolores qui ornent la tour mortuaire, le tapage des chants, cris et musique, la splendeur de l'embrasement qui fait penser à un feu d'artifice, et l'allégresse qui explose au moment où les restes sont recueillis et portés à la mer. Car si le rite funéraire est là pour revitaliser le vivant, il peut tout simplement indiquer qu'il n'y a pas matière à souffrir pour le mort. C'est déjà assez différent de considérer un paradis de vin et de miel, un cycle de réincarnation, ou un oubli total. Le fait est que la désaffection des rites funéraires dans les sociétés modernes est un cercle vicieux. Plus il est fui, moins il est revitalisant. Moins il est revitalisant, plus il est caché. Et cela crée des effets pervers, là où pourtant la mort est passation. La grand-mère qui distribue ses quelques économies, le vieillard qui écrit ses mémoires. Tout cela est une manière de laisser une petite trace, quelque chose qui, aussi menu soit-il, apporte un soupçon d'au-delà à celui qui partira bientôt. Louis-Vincent Thomas termine même avec une intention qui peut paraître complètement saugrenue, mais qu'il justifie sans peine.
Il faut réenchanter les funérailles. Selon lui, le déni de la mort apporte un formalisme et une indigence nuisibles au rite funéraire. Et si plus personne ne s'y investit, nous sommes condamnés à nous éloigner de plus en plus de nos morts, et ainsi de nous-mêmes. Il faut donc trouver de nouvelles manières de personnaliser les funérailles, afin, chacun, d'apprendre à vivre avec ses morts. Conclusion. La fonction thérapeutique du rite sert comme stratégie d'apaisement. D'abord, nous expions. Il s'agit de se concilier le mort en souffrant et en payant pour lui, afin de liquider la culpabilité d'être toujours vivant. Ensuite, nous communions. Nous partageons avec les nôtres cette épreuve afin de revitaliser la communauté qui a souffert d'une perte. Et enfin, nous espérons. Pour le mort, comme pour nous, nous souhaitons une forme de survie, au-delà de la disparition du corps. Tels sont les ressorts qui sous-tendent les conduites funéraires. Même si elles peuvent apparaître comme des hommages dus aux morts, elles répondent, en fait, aux exigences vitales des survivants. Merci à toutes et à tous pour votre oreille attentive, ou vos oreilles attentives si vous en avez une paire. C'était le 14e épisode du Space Mountain consacré à Rite de mort de Louis-Vincent Thomas. J'ai rechopé le vieux entre-temps pour la conclusion, hein, donc un mot, Borgnole? Gnol? Ouais, Gnol, ce sera le mot de la fin. En attendant le prochain, n'hésitez pas à vous saouler avec les autres épisodes. Vite, vite, qui sait combien de temps il vous reste? Je vous retrouve très vite. Et moi donc?